Bonjour tout le monde, ceux qui se joignent à nous. C'est une partie du séminaire et c'est la deuxième session et nous sommes très fiers de vous présenter le Molly Thompson et euh, elle va se présenter et on aura aussi, après la présentation, nous aurons une période de questions et de réponses et nous sommes très heureux d'organiser cette session. Alors, juste un petit peu sur Morny, je pense que je peux l'appeler Morny parce que je la connais depuis de très longtemps. Et Marnie est une conseillère clinique et elle est directrice des services du Victoria, des soins palliatifs de Victoria depuis 1999. Elle a travaillé de l'information et des conseils aux personnes. Elle est auteur des transitions dans le deuil et pour les soins palliatifs un, qui a gagné un prix sur les publications des soins palliatifs. Elle a co-rédigé sur l'expérience de deuil et comment apporter le deuil à la vie. Elle a une expérience de 20 ans dans les soins palliatifs et elle adore ce qu'elle fait. Elle travaille dans tous les secteurs de la vie, de la société, les sociétés graves, les maladies graves et la MED. Et elle a aussi travaillé avec à l'Université Columbia. Elle a de l'expérience avec les personnes qui ont le deuil sur des pertes, des deuils avec des personnes. Après des périodes prolongées, elle continue c'est, j'invite au, au microphone Marnie Thompson. Alors, lorsqu'on on parle comme ça paraît tellement intéressant. Je pense que c'est une personne, je me considère très nerveuse et avec le temps, avec les quelques minutes, je serai plus calme. Je vais présenter combien je, combien je suis enthousiaste de pouvoir participer à cette conférence. J'ai travaillé dans les soins palliatifs en tant que conseillère et venir à cette conférence, ça, ça m'a permis de voir beaucoup d'aspects et je suis très heureuse d'être ici. Je pense qu'il est important que les personnes qui travaillent ici de se réunir. C'est un petit peu répétitif de dire cela. Et je pense que l'opportunité de passer du temps ensemble et de se voir et de s'appuyer et de parler les uns les autres, j'aimerais commencer avec une citation d'un article sur les perspectives de la sociale. C'est la, la, les travailleurs sociaux doivent être sûrs que le diagnostic ne doit pas être une caractéristique de l'identité et la personne qui veut lutter pour la vie, c'est un processus qui s'intéresse euh, à essayer de répondre aux petits détails et lorsque alors merci d'être ici et je vais commencer. Alors, voilà. Et alors je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais je vais dire que le contenu vient du livre sur les. Moi, je n'ai aucun euh, profit sur ce livre. Alors, alors,
mes objectifs d'apprentissage, c'est de présenter la, la transition psychosociale qui sont liées à la trajectoire du PPS. J'ai et considérer apporter des considérations clés dans les transitions psychosociales et de vous défier à appliquer ces informations dans votre travail. Ce que j'essaye de vous faire et de faire le- la route, la carte de route, roadmap. Je pense qu'avant de parler, je dois vous dire quel est le programme dans lequel j'ai travaillé. J'ai eu le privilège de travailler dans les dernières années avec le département des soins palliatifs de Victoria. Nous avons un programme de soins qui est très complet et c'est la mort et aussi le deuil. Nous avons une équipe d'interdisciplinaires avec des personnes qui travaillent dans tous les domaines et notre mission dans le Victoria Hospice, c'est de donner des soins et aussi d'éduquer et de lutter pour pour la, il y a un large il y a un grand programme d'activités. Je sais que cela n'est pas pour toutes les personnes psychosociales. Il y a des personnes qui n'ont pas cela et il y a une large équipe. Parce que je parle du psychosocial sur le PCCM, c'est l'échelle de performance palliative, c'est quelque chose qui est la diapositive est très petite, alors le PPS qui a été développé par une équipe dans le Victoria Hospice et qui était avec l'équipe interdisciplinaire. Et notre espoir, c'était de nous appuyer avec des analyses pour aussi aider les infirmières et les patients qui sont internés et aussi de faire des pronostics. Alors, prenons quelques moments pour analyser en détail comment l'échelle fonctionne, comment que ce soit une personne qui est 100% ou 20%, c'est déterminé en lisant horizontalement pour de voir quel est le meilleur traitement. Et je pense qu'il est important lorsque vous regardez que la colonne de gauche, c'est une évaluation, c'est d'être plus fort alors que vous allez de plus en plus vers la droite. Alors, dans les colonnes de gauche ont plus d'importance que celles de gauche. La première colonne, c'est l'ambulatoire. C'est une personne qui a 100% de PPS et c'est une personne, il y a peu de preuves de maladie. Ils vont de pleine mobilité et ils vont jusqu'à 20% ou 10% où une personne va être complètement au bord de la mort. Et on a les activités et la preuve de maladie et au cours de leur vie quotidienne.
ils font en haut, c'est des personnes qui font des activités normalement. Et lorsque vous allez vers le 60%, et lorsque les activités sont avec des efforts, et au point à 40%, ils sont, euh, euh, ils sont capables de faire jusqu'à 10%, ils ne peuvent plus faire beaucoup de leurs activités. Et dans la colonne du milieu, et c'est les personnes qui sont capables qui sont autosuffisants, qui peuvent auto, et vers 60, ils sont de plus en plus, ils ont besoin d'assistance. À 40%, c'est toujours avec de l'aide de quelqu'un. Et à la fin de 30 à plus bas, ils ont besoin de, de soins complets. La quatrième colonne, c'est c'est les alors alors oui, c'est l'appétit normal, et peu à peu l'appétit est réduite jusqu'à la fin. Les personnes ne peuvent prendre que des gorgées. Et à la fin, la dernière colonne, c'est la plus euh, euh, terrible, lorsque la personne est, consciente, et ou et vont peu à peu à sentir des pertes de comprendre. La confusion commence à s'installer, et à 40%, une personne peut devenir de plus en plus et à 10%, ils sont euh, endormis. Et à la fin, c'est le coma, et à la fin, c'est la confusion. Si vous avez des questions, c'est là sur le PPS. Je pourrais vous répondre de mon mieux. Oui. Comme je vous disais, j'ai la chance d'être avec une grande équipe, j'ai comme mentor des personnes qui sont champions dans la lutte pour les soins palliatifs. Elle est maintenant à la retraite, et elle travaille avec les travailleurs sociaux. Elle a toujours lutté si vaillamment pour voir comment est-ce que nous pouvons utiliser cette échelle. Ces étiquettes pouvaient apporter aux personnes une vision holistique et patiente, et nous nous sommes engagés à comprendre comment cette personne, leurs préoccupations, et de façon importante, en regardant cette diapositive, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil de communication, comme les personnes qui ont, comment est-ce que les personnes sont concentrées sur leur aspect physique. Et nous voulions créer un dialogue avec notre équipe pour que ce soit reconnaissable avec eux, et, et pour qu'ils puissent parler avec la famille. Alors nous avons pas passé. Alors la façon que nous avons fait cela, nous avons pris les informations, les données que nous avions, et nous avons suivi pendant un an des personnes qui venaient de la communauté. Nous avons une série de questions auxquelles nous voulions répondre. C'était les personnes de la famille. Qu'est-ce que cela voulait dire? Quels étaient leurs besoins?
et quels étaient les besoins qu'ils devaient, quel était le PPS et aussi ce qui était intéressant, ce que les conseillers faisaient. Nous avons regardé dans le graphique et aussi comment est-ce que savoir d'où est-ce que les données venaient pour comprendre ce qui se passait avec les personnes et et c'était une possibilité de donner de l'éducation et de l'information. Et lorsque nous avons examiné tout ça, nous avons vu qu'il y avait des points de transition et que cela était lié au PPS. Alors nous avons écrit un livre à deux éditions. D'abord, premièrement, nous avons écrit Transition in Dying and Bereavement, c'est les transitions sur la mort et le deuil. C'était basé sur les données que nous avions accumulées. Et ensuite, les éditeurs en 2016 de faire une édition révisée. Nous avons révisé le livre et, et nous avons alors, il y avait beaucoup de recherches qui avaient été faites et nous étions très enthousiastes de faire cette deuxième édition. Je veux dire que malgré que le groupe, le livre que nous avons présenté avec le PPS, dans ma présentation aujourd'hui, je vais couvrir seulement ceux qui sont, je ne parlerai que les transitions dans la PPS et ce qui intéresse la plupart de tout. Aujourd'hui, je vais parler de la transition de 60 à 50% et de 40 à 30% et de 10% à 0% et au moment de la mort. Et aujourd'hui, dans la présentation, je veux surtout souligner qu'il est important lorsque nous regardons le PPS et dans la transition que nous comprenons tous que cela est un guide et ce n'est pas une prescription et que ce qui est important, c'est de comprendre la thérapie et de voir les besoins psychosociaux et le rapport, quelle est la relation avec la famille et, et comment on peut, euh, de nouveau je vous dis, c'est simplement une feuille de route. Ce qui devrait être important ici, c'est l'expérience de la famille et l'expérience de la maladie. Alors, dans la première transition, dans le PPS de 60% à 50% dans la transition des soins palliatifs. Et dans notre pays et à travers le monde, c'est souvent un moment où il y a où l'équipe commence à voir qu'il y a un besoin d'appui et la personne ne sort pas de la maison et ne pourra pas répondre à toutes les tâches à la maison et ils vont devoir ajuster leur horaire de chaque jour et comment est-ce qu'ils peuvent parler de cela souvent. Pour cette personne, c'est une personne d'avoir peur pour le pire et c'est un moment très mélangé où l'on passe d'une équipe à une autre équipe et on sent la pression. Alors, comme je dis de cette transition de PPS, et je vais parler d'abord des patients et ensuite je vais parler des familles. Dans cette transition, on va lire ce tableau horizontalement. Souvent pour les patients, il y a un changement
de faire face à la maladie et aussi d'organiser sa vie. La deuxième, c'est des interventions et le deuxième considération, c'est le moment où la maladie commence. Ils peuvent être sortir de la maison pour ils ne sont pas ils n'interagissent pas avec le monde extérieur et c'est le moment où il y a des émotions qui sont où les personnes et ils sont en train de d'équilibrer l'espoir et le refus et ils ne veulent pas penser au futur ou les peurs au sujet du futur. Il peut y avoir vraiment des peurs sur ce qui nous attend à l'avenir. Et ils peuvent savoir s'ils vont être capables de surmonter la douleur. Et dans la communication, si les personnes essayent de parler aux autres de ce qui est en train d'arriver, les personnes ne veulent pas parler aux autres, ils ne veulent pas mettre les personnes de leur famille mal à l'aise. C'est des personnes où ils manquent de mots pour exprimer ce qu'ils vivent. Alors pour les membres de la famille, en ce qui concerne le changement de concentration, on passe d'un système à l'autre, la transition. Pour les, c'est pas simplement les patients qui changent qui ont une transition, mais la famille aussi connaît une transition et c'est les soins palliatifs quand il s'agit des pertes pour la famille. Et on a affaire avec des changements, des rôles et il y a aussi des ressentiments parce qu'on manque de liberté et pour les personnes de membres, quant aux émotions, les personnes ont vraiment un sentiment d'incapacité devant ce qui se passe et de ne pas être capable de faire quoi que ce soit pour les patients et de ne pas être capable de changer et aussi des peurs de ce qui leur attend et qu'ils seront pas capables, ils se posent la question s'ils seront capables de surmonter. Et la communication, il y a des différences augmente et d'autres personnes préfèrent garder cela, ne pas en parler directement. L'autre transition, nous appelons lorsqu'on parle lorsque la maladie prédomine, souvent ils dorment plus, ils n'arrivent pas à sortir de la maison et à ce moment la personne est malade et ne peut pas faire beaucoup de choses et les symptômes augmentent de plus en plus et la plupart du temps, bien qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais la personne vont avoir besoin d'aide pour être nourrie, pour aller à la toilette, et c'est un moment où la maladie prédomine. Et à ce moment, les amis, euh, si la personne devient plus isolée, alors que la personne n'essaye pas d'établir des contacts et ils ne sortent pas et ne participent pas à des activités, une vie sociale. La vie sociale est beaucoup plus difficile. Et alors, encore une fois, pour les personnes qui à cette transition, il y a vraiment un changement de la mobilité. Peut-être ils ne se lèvent pas souvent. Alors,
leur monde de plus en plus se réduit et ils ont comme des symptômes, ils ont de la douleur et la perte d'appétit, des nausées et toutes ces questions vont avoir de l'impact sur les personnes. Une des considérations principales, c'était les manifestations de retrait et ils vont manger. Ils ne veulent pas être un fardeau pour leur famille et ils essaient. Ils disent non, je ne veux pas avoir à dépendre des personnes et je pense que cette maladie et je n'ai pas de contrôle sur cette maladie. Pour les familles, c'est beaucoup de tristesse, de la peine, il y a de la fatigue, ils ont un sentiment de culpabilité, ils se sentent culpables de ce qui se passe, ils, et aussi de la fatigue. Ils, je me rappelle quand je travaillais directement avec des personnes, je parlais aux personnes qui avaient, euh, qui étaient, qui, qui devaient avoir une stratégie pour rencontrer pour les personnes au meilleur moment de la journée pour visiter le patient et ils ne voulaient pas pouvoir échanger avec la personne. Pour les membres de de la famille, il y a un changement de mobilité et il y a une augmentation des soins physiques. Il y a prendre un rôle croissant et il y a les membres de la famille commencent à se à reconnaître les changements. Aussi pour les familles, la réalité et la possibilité de la mort est de plus en plus apparente. Ils commencent à avoir un petit peu tendu et un petit peu la douleur commence pour le deuil commence et pour les bancs c'est maintenant de plus présent et ils commencent à anticiper plus directement la situation et au sujet des forces et de l'intensité de la lutte et les nouveaux rôles et de l'isolation. Et lorsqu'on prend la direction des prestations des soins, parfois il y a un ressentiment des membres de la famille lorsque les gens ne sont pas invités à participer aux prestations de soins. La prochaine transition que je vais aborder, c'est lorsqu'on approche la mort. C'est lorsqu'on change de 20 à 10 ppс. À ce point-ci, les patients sont alités de façon permanente et s'engagent très peu. Ils dorment souvent. Ils sont réveillés à des moments brefs. Parfois, ils sont conscients, mais parfois, ils sont somnolents et désorientés et sentent un sentiment de confusion. À ce moment-là, les membres de la famille ont- sont réticents de quitter les côtés du patient et ils ont des conflits intérieurs. Ils doivent reconnaître aussi que la mort va amener la fin de leur lutte et de leur souffrance, mais par la même occasion, il y a une grande tristesse de ne pas vouloir vraiment laisser aller la personne. Donc, à ce point-ci, les patients, c'est- il, il y a très peu d'interaction visible avec les autres. Donc, ils ne sont pas debout, ils ne se sont pas assis droit, ils ne jouent pas aux cartes, ils n'entretiennent pas des communications, ils n'ont pas des grandes conversations existentielles. Ils ont des moments brefs, très subtils et très intimes. Parfois, les gens tiennent leurs mains, ils vont peigner leurs cheveux, des caresses,
mais pas des interactions qui s'effectuent lorsque les gens sont plus en santé. Le patient peut parler souvent de façon symbolique. Ils peuvent parler de voyage ou ils peuvent parler de membres de la famille qui sont décédés. À ce temps-là, c'est une période plutôt difficile lorsque les décisions des patients n'est pas claires. Est-ce que les gens veulent mourir à l'hôpital ou au centre de soins palliatifs? Est-ce qu'ils veulent que les gens soient présents ou pas? C'est vraiment à ce point-là qu'on doit vraiment se fier à la famille pour prendre ce genre de décision. Il y a parfois des attentes par rapport à la mort. Donc, est-ce que cette personne arrive à la fin de sa vie? Est-ce que cette personne avait très peur de la mort? Est-ce que cette personne a des héritages familiales par rapport à leur perception de la mort? Donc, la perspective de la personne se représente vraiment à l'égard de leur position sur la mort. Donc, la façon dont le patient réfléchit sur la mort va avoir des impacts sur les décisions prises par la famille. Donc, lorsqu'on donne des prestations de soins, c'est souvent une période très difficile pour la famille de gérer cette situation critique de fin. Et parfois, le lien, c'est juste d'être présent, de caresser, parfois de juste d'être à côté de la personne. Souvent, les membres de la famille sont très frustrés à l'égard de la communication. Les, les gens ne savent pas vraiment comment bien communiquer les informations à leur patient lorsque le patient est de moins en moins capable de répondre et d'interagir. Souvent, les membres de la famille doivent souvent prendre des décisions par eux-mêmes et ceci est souvent informé par la présomption de ce que le patient désire et souvent c'est juste les gens devinent ce que le patient veut et souvent ça peut causer un conflit entre la famille car les membres de famille ne s'entendent pas nécessairement sur comment gérer les derniers moments de la vie du patient. Donc souvent, ça peut créer une grande tension chez la famille dans cette période. Donc les attentes face à la mort, les familles se mettent à réfléchir sur la mort de leurs membres de la famille. Les gens se posent question à comment agir finalement dans ces moments finaux. Et souvent, les gens sentent un sentiment vraiment de tristesse, un mélange de tristesse, de colère et même de soulagement. Donc, souvent, les gens se remettent peut-être parfois en question les actions qu'ils ont entreprises dans le passé. Donc, souvent, il y a un grand émoi à cette période. Il y a beaucoup de confusion souvent durant cette période. Il y a parfois des inquiétudes à l'égard de la famille par rapport à ce qu'ils voient. Si le patient est peu interactif, les gens posent des questions à cet égard. Ils se demandent il prend trop de médicaments. Est-ce qu'il est capable de capter son environnement? Donc, souvent, on doit se poser des questions par rapport à comment on gère la communication et la confusion qui peut émaner lors de cette période. Il y a aussi un symptôme de frustration souvent par rapport à la mort qui se présente de façon qui peut se présenter très prochainement. Les gens sentent souvent un grand désagrément par rapport à ça. Et la dernière transition, c'est le temps de mort, lorsque le patient est mort. Donc, même si les gens attendaient la mort, les gens se sentent souvent surpris malgré tout ça. Des fois, la mort est peut-être paisible, peut-être qu'il y avait beaucoup de difficultés. Peu importe notre perspective, c'est important qu'on donne le temps aux membres de la famille de partager leur vécu. Il ne faut pas nécessairement les rassurer,
Mais vraiment leur donner les membres de la famille et les soignants le temps de exprimer leur propre expérience. Souvent, les gens n'ont même pas vu le patient, n'ont jamais vécu cette expérience d'interagir avec une personne en phase critique. Donc, ne sont au dépourvu par rapport à quoi faire. Donc, souvent, c'est vraiment très important à ce moment de prendre le temps. Lorsque la personne est décédée, c'est vraiment une période de transition très importante. Lorsque je- c'est très important de comprendre les différentes expériences de deuil que les gens peuvent vivre. S'il y a souvent des situations, peut-être des questions non répondues, lorsque les gens sont pas tout à fait, ils comprennent pas tout à fait comment la personne est décédée, c'est des sentiments qui surgissent. Donc, c'est vraiment important pour nous d'inviter les gens, d'exprimer leurs préoccupations, leurs inquiétudes, et qu'ils peuvent prendre leur temps de demeurer avec la personne décédée et que c'est correct de vouloir peut-être coucher à côté d'eux ou de les toucher et c'est important de bien les encadrer dans cette période de temps. Donc, les considérations clés à cette période de transition, donc il faut les gens souvent des questions par rapport à la nature, la façon dont la personne est morte, même si ils s'attendaient à cet décès, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer la situation. Et parfois, s'ils sont présents, ils ont des questions par rapport à ce qu'ils ont bien vu. Et s'ils n'étaient pas présents, souvent, les gens veulent des informations à l'égard de comment la mort s'est procédée. Les réactions face à la mort varient souvent. Les gens, parfois, pe- peuvent être très émotifs ou parfois juste très silencieux. Les réactions sont très divergentes. La personne sont parfois à côté de la personne décédée et n'arrivent toujours pas à croire que ces personnes sont décédées. D'autres ont des sentiments de soulagement qui sont souvent suivis par un sentiment de culpabilité. Donc, les gens doivent comprendre que c'est normal d'avoir un grand éventail de réactions et nous, en tant que prestataires de soins, on doit mettre en place notre expérience pour aider la transition de la famille. Certains membres de la famille sont très axés sur les pratiques, les détails pratiques au moment de la mort. Donc, en tant que professionnel, c'est important de discuter des enjeux pour déplacer la dépouille et de donner la permission aux gens de demeurer en contact avec la personne, de passer du temps avec la personne décédée. Donc, si la mort est atteinte dans un établissement, il faut prendre des décisions à savoir avec qui nous communiquons. Et lorsque c'est à domicile, on doit réfléchir sur la procédure à ce point-là. Souvent, la personne qui est décédée, ah, ça pose un grand impact su- sur la vie des gens. Donc, encore là, il faut toujours donner le temps de répondre aux questions des personnes en deuil. Et en dernier lieu, on doit aussi demander s'il y a des rituels particuliers que les membres de famille voudraient entamer, amorcer. Des fois, parfois, des croyances. C'est important de demander si les gens ont des croyances particulières, des rituels particuliers. Et là, je me dévance, je vais rentrer dans le domaine du deuil. En tant qu'éducatrice et thérapeute en matière de deuil, je pense que c'est toujours très important de souligner que ici, je ne parle pas d'étapes de deuil et de niveau de deuil. La majorité des participants ici, je pense, sachent que les gens peuvent vivre des choses vraiment différentes de personne à personne, mais j'essaie de présenter une carte, une feuille de route ici pour savoir vous donner un environnement, un moment de départ pour mieux appuyer les gens en deuil. Donc à cette période, j'appelle ça une marche sur les côtes. Donc les gens oscillent souvent, parfois ils sont profondément dans un sentiment de deuil profond, de sentiment de tristesse, de solitude, de peur
qui sont souvent intermélangés avec une non-croyance et de choc. Et je pense que les gens varient de sentiment en sentiment. Je pense que c'est très naturel et c'est bien de vivre cette panoplie de sentiments. Des fois, les gens comprennent intellectuellement que la personne est décédée, mais c'est pas encore vraiment intériorisé physiquement et spirituellement dans l'esprit des gens. Pour beaucoup de personnes en deuil, c'est une période très occupée où ils ont beaucoup de décisions pratiques et financières à prendre, donc telles que annoncer l'annonce du décès, les plans funérailles. Il y a beaucoup d'enjeux pratiques à adresser. Malheureusement, c'est souvent une période où le plus de personnes d'appui se présentent. Donc, vous pouvez imaginer qu'une personne qui est en autopilote, qui est en choc, qui a beaucoup de responsabilités à entreprendre après le décès, et c'est à ce moment-là que les amis, les voisins et la famille élargie se présentent et font des appels et amènent la nourriture. Donc, cet appui est vraiment très important, mais parfois aussi, ça donne l'impression aux personnes qui viennent appuyer, les gens ont l'impression que la personne qui fait que toutes les responsabilités semble bien, et ça donne parfois une fausse impression du gestionnaire de la situation de mort dans cette situation précoce euh, où on comprend très bien qu'il y a encore beaucoup de conséquences à venir. Donc, on doit vraiment réfléchir à cette période et à savoir qu'il y a toujours des réactions variées où les gens souvent se sentent surchargés, parfois ils sont juste un peu paralysés sans réaction. Et souvent, le décès de cette personne, peut-être qu'ils avaient le rôle, cette personne de la famille, d'être l'organisateur, donc ça peut amener de la confusion. Parfois, les gens se sentent confus et parfois les gens peuvent porter des jugements sur les personnes selon la façon qu'ils vivent leur deuil. Les gens peuvent parfois juger les gens dans leur mécanisme de réaction mais il faut quand même se rappeler que c'est un moment de rassemblement familial. Et dans une autre considération au niveau de l'appui, c'est lorsque les gens sont de plus en plus nombreux, ils sont présents souvent à cette période où ils amènent de l'alimentation, ils viennent aider dans les tâches familières. Certains reçoivent bien cet appui, d'autres euh, trouvent cette présence intrusive. Donc, parfois, les gens font des remarques qui peuvent être perçues de façon peut-être insensible par d'autres. Donc, ça peut être vraiment une période complexe à l'égard de l'appui psychologique. Et c'est carrément une période où il y a toujours beaucoup de procédés pratiques à entreprendre. Donc, un autre point au niveau du deuil, on appelle ça dans la profondeur. Donc, avec le temps qui passe, la personne qui gère le décès sont moins occupés et c'est vraiment à cette période où l'impact de la mort et le deuil est plus profond. Ils sont, et les gens souvent se posent des questions pourquoi ils ne se sentent pas mieux. Et ils se ressentent parfois une tristesse profonde, prolongée, de désespoir même. C'est souvent à ce moment-là où quand les choses se ralentit que les gens arrivent à vraiment absorber l'absence de la personne et ce qui amène une lourdeur additionnelle une fois que le choc est dissipé. Donc, comme j'ai dit, les appuis aussi à ce moment-là sont de moins en moins présents. Donc, la personne reste plus par elle-même à réfléchir sur le tout. Donc, à l'intérieur de mon programme, je travaille surtout avec l'équipe de deuil. C'est vraiment à ce moment-là que les gens viennent nous voir
vouloir adhérer à notre programme pour mieux comprendre le deuil, à savoir si leur réaction est normale, à savoir s'ils réagissent bien. Ils ont souvent, à ce moment, besoin d'entendre le vécu de d'autres personnes concernant le deuil et la perte d'une personne. Donc, cette prochaine étape ici, la prochaine, c'est reconnecter avec le monde. Donc, à cette période, c'est lorsque les gens ont plus vécu leur deuil. Ils arrivent à une période dans leur vie où ils commencent à se réouvrir sur le monde et avoir plus d'activités peut-être professionnelles, amicales. Et ils prennent peut-être le temps de recommuniquer avec des gens qu'ils ont moins vus. Et donc ça, c'est un moment où les gens vont transférer toute l'énergie qu'ils ont dû mettre en place pour gérer leur deuil et pouvoir maintenant la déployer pour leur environnement social et les gens sont dans une étape maintenant où ils réinvestissent dans leur vie sociale. À cette période, il y a plus un sentiment, euh, parfois les gens sentent que la personne décédée demeure présente avec eux au niveau spirituel et cherchent des manières de renforcer ce lien. Lorsque la personne est décédée, souvent on sent une grande perte, un grand vide, on veut les revoir dans notre vie, les toucher, les avoir, mais avec le temps, on a plus un sentiment interne de leur présence, on trouve des liens internes spirituels qui nous lient à la personne qui est décédée. Je me souviens lorsque une de mes collègues après, a parlé qu'il y a une façon, il y a une période dans notre phase de deuil où on ramène l'image de la personne dans notre esprit et on sent et on se dit souvent des choses comme ah la personne aurait apprécié telle situation ou ils auraient aimé voir tel truc. C'est une période où souvent où on renouvelle parfois cette façon de réagir. Donc, on trouve finalement des stratégies à conserver la présence de la personne dans notre vie lorsque le temps passe. Et parfois, dans les activités que nous menons, on peut trouver des façons où on pourrait maintenir l'héritage de la personne. On peut, si vous partagez un intérêt commun avec la personne décédée, parfois vous pouvez revisiter cette activité en vous rappelant le lien que la personne décédée avait face à cette activité. Ça peut être une période où les gens, vous pouvez assister à des levées de fonds qui tenaient à cœur, disons, la personne que vous avez perdue. Ceci aussi est une période qui amène une réflexion sur le deuil et le deuil comme l'amour perdure à travers les temps. Et c'est à cette période peut-être où les gens vont reconnaître qu'il y aurait toujours une petite douleur lorsqu'on remémore la personne, lorsqu'on est assujetti à un tel événement, on peut se rappeler de cette personne. Il faut juste reconnaître que ces sentiments vont nous visiter, il faut juste pas les laisser nous surcharger. Donc, à cette période, les gens de plus d'énergie, c'est une étape de résurgence, de réémerger. Et là, ils ont souvent à cette période, ils sont plus capables de se concentrer, de poursuivre d'autres intérêts. Et ils comprennent que finalement, le deuil, c'est quelque chose en transition qui progresse et qui change dans la vie. Et souvent, ils sont plus axés sur euh, des, eff- des éléments identitaires. Les gens se ramènent, remènent en question leur vie, remettent en question leur vie. Je vais juste regarder le temps, voir si je respecte l'horaire. Il me reste 10 minutes. Donc, j'aimerais vous donner
vous inviter tous à prendre un moment, de prendre un moment de réfléchir sur tout ceci. Moi, j'assiste à beaucoup de ce type de conférences. Donc, prenez le temps peut-être avec votre voisin de discuter des éléments qui vous ont vraiment marqué, qui ont vraiment résonné chez vous. Qu'est-ce que vous avez gardé dans cette présentation? Avez-vous appris quelque chose ici dans cette présentation que vous pouvez ramener dans votre environnement et partager? Et est-ce qu'il y a d'autres gens que vous pensez pourraient tirer avantage dans votre équipe des choses que nous avons discutées ici? Donc, si on vous pouvez prendre 5 minutes de peut-être parler entre vous et les 5 minutes qui suivent, je prendrai le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Donc, je vous donne 5 minutes et je répondrai à vos questions par la suite.
I've got a dinner at 8 o'clock. It's gotten quieter. Oh, you want to? Okay, everybody, is that enough time, or do you want a few minutes more? I love it when you get busy talking. Alors c'est formidable lorsque si je peux avoir l'attention de tout le monde ici, que les personnes se réunissent, et de retourner à un groupe plus large. Vous allez voir j'ai mis cela, mettre, lorsque les personnes veulent entrer en contact avec moi et peuvent me demander du matériel. Alors, sachez-le. Je veux vous demander de quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce qui vous a attiré votre attention? Et quelle a été la discussion que vous avez eue pendant la pause? Alors, je suis Nicolas je travaille dans les soins palliatifs. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'y connais travailler. Nous avons parlé de comment on se sent lorsqu'on travaillait en accompagnant une famille. Et dans le processus, c'était le sommet d'un iceberg. Ça a été quelque chose qui nous réveille. Et puis la période de deuil peut durer beaucoup plus longtemps. Et c'est simplement un commentaire je voulais dire. C'est que c'est d'essayer de faire un remue-ménage avec la question du Covid, c'est d'arriver aux hôpitaux. Je vais aussi acheter le livre. C'est un point très important. Beaucoup de nos programmes sont vraiment conçus pour que les personnes qui, après le deuil, il y a eu des médecins, des infirmières, des conseillers, et une des choses qui a été, qui m'a surpris, qui m'a illuminé, ce n'est pas c'est j'avais l'obligation professionnelle de m'occuper du patient, mais pas de la famille. Et maintenant, lorsqu'il y a l'obligation morale, ce n'est pas seulement avec le patient, mais c'est aussi avec les membres de la famille. Et nous avons eu beaucoup de personnes qui ne pensent pas euh, que ce que la famille passe, ils sont dans un état de confusion et on n'y pense pas beaucoup. Vous savez quelles sont les ressources beaucoup plus larges pour ces institutions, pour le par exemple ici au Canada? Oui, au Canada, je pense que c'est utilisé à travers le monde, mais le, il y a eu une grande révision. J'ai eu la chance de participer à cette révision, à cette deuxième édition. Et pour que les personnes se retournent, je suis la personne qui se sont suicidées, les personnes, mais il y a aussi des contenus pour différents
aspects pour les personnes les paramédicaux. Alors je pense que c'est une ressource très importante et ce n'est pas c'est les personnes qui ont une fonction professionnelle où le public général peuvent poser des questions et on pourrait avoir un système pour répondre aux questions. Maxime Ratner, nous sommes tous les deux nous donnons des réponses. Alors c'est une très bonne ressource pour les personnes. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui sont sorties de cette présentation? Il y a 2 personnes ici. Mais, merci beaucoup pour cette très bonne présentation. Je suis d'Australie et dans cette conversation avec une personne, j'ai toujours pensé que ça serait adapté pour moi, pour les personnes avec qui je travaille. C'est des personnes qui peuvent servir de référence. J'ai déjà parlé à la question et j'ai été avec. Je suis content que vous avez remarqué cela. Il y a une orientation. Vous devez les traduire ce que vous avez pensé avec vos propres mots. Et lorsque vous vous asseyez devant un patient et avec les membres de la famille, et je suis contente que vous avez remarqué. Et là, j'allais dire exactement la même chose. Les personnes que nous parlons et les questions que souvent on dit aux gens, est-ce que vous avez des questions? Les questions n'ont vraiment pas de questions. Et ce n'est pas un bon mot. C'est pour ça que vos directions, vos instructions sont tellement formidables de dire de façon tellement différente de dire les choses. J'ai beaucoup de téléphones de personnes, de membres de la famille qui reçoivent. Et donc un membre quelqu'un est décédé. Et est-ce que vous avez des questions sur ce qui est arrivé? Même est-ce que c'est normal? Souvent, on me pose ces questions. Moi, j'ai aimé la structure. Je cherchais des modèles pour expliquer aux jeunes médecins, aux infirmières, lorsqu'une personne est arrivée au moment de prendre des décisions, au moment de la mort de quelqu'un. Et je vous remercie. Je suis très contente. C'est une des choses, et je ne suis pas ici pour vendre le livre, mais Wendy et moi, nous avons voulu inscrire les questions, et ça peut être très différent de comment vous allez le répondre, mais je pense que ça commence à vous donner une orientation pour que vous trouviez vos propres mots pour expliquer chaque transition et pour pouvoir décrire chaque transition. Je suis contente que ça vous a aidé. Une question sur la ligne. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à votre livre? J'ai des petites cartes. Vous pouvez le trouver et les personnes. Mais aussi c'est dans Amazon et vous pouvez écrire au Victoria Hospice. Alors, et soyez sûr que vous avez
essayer d'avoir la deuxième édition, pas la première. Alors, on va ouvrir la période de questions et les questions. J'aime comme cela, ça a été fort avec avec les personnes qui sont très habituées au PPS. Comment est-ce qu'on peut avoir à- avoir accès, je suppose, au format? Bon, c'est tout dans le livre. Le livre est une des façons. Nous avons, ça a été stimulé par le Covid-19 et ceci est une grande partie. Et si, lorsqu'il y a quelque chose qui commence à fonctionner, c'est bon d'avoir le contenu. Je serai heureuse de partager les diapositives avec vous, avec les personnes qui pourraient me contacter. La dernière, simplement pour, si cela peut vous aider, les 2 dernières pages de ma présentation sont les textes pour que vous pourriez avoir, vous- je pourrais les envoyer par courriel. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle, des réflexions? J'ai une question pour vous, Marnie. Je suis curieuse de savoir, selon votre expérience en ce qui concerne les événements, ou quelles sont les directives, comment vous introduiriez en ce qui concerne le PPS? Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient répondre mieux que moi. Je pense que c'est ma réponse comme conseillère lorsque les personnes sont intéressées à ça. à ce- je pense que c'est la conversion que nous pouvons tous avoir et réviser au cours de et de lorsque nous sommes intolérables et formidables, forts, et lorsque cela arrive, ça, d'avoir une compréhension. Je pense que le meilleur moment de parler de cela, c'est de discuter quels sont leurs besoins et leurs préoccupations, et alors d'aller chercher la documentation. Vous avez une réponse? Non, je voulais savoir comment est-ce que le PPS, si vous aviez des considérations sur comment cela pourrait être utilisé. Mais j'aime votre question parce que n'attendons pas au moment où nous devons répondre à ces questions. C'est au cours de notre vie, nous devons savoir. Ça, c'est une discussion fantastique. Quelles sont vos idées que vous pourriez partager? Est-ce que je pourrais dire? Alors, référez-vous à cette présentation. Euh, J'ai passé tellement de temps à parler de cela. Je sais que nous sommes souvent, je pense que comme nous faisons, comme nous rendons cela central, nous regardons des personnes peuvent servir de mentors et regardez autour de vous les personnes qui sont très bons à communiquer ce qu'ils pensent et qui
et vous pouvez être passivement vous servir d'eux comme mentor. Et une autre chose que dont je me suis rendu compte de ce que Terry a dit, c'est que je pense que dans certains domaines de mon domaine, je suis une experte, mais je ne suis pas une vraie leader. C'est en reconnaissant cela et de l'expérience et les perspectives que vous avez, vous, est unique et sont importants. Et certes, parfois, vous avez la possibilité alors on devient de mieux en mieux au fur et à mesure, c'est d'arrêter la situation et de vous asseoir et de discuter et de voir quelles sont les priorités. Et j'encourage les personnes de montrer l'importance ou la simplicité et vous allez devenir de mieux en mieux compétent. Une dernière question comme commentaire ici. Et vous pouvez aussi entrer le commentaire. Il n'est jamais tout tôt pour avoir une conversation une conversation. Une structure que nous utilisons aux États-Unis que vous pouvez aussi. Il y a plusieurs structures aux États-Unis et ailleurs. Est-ce que vous avez quelqu'un a des questions, des commentaires? Je vais prendre alors une minute de votre temps pour vous remercier il a une quantité de connaissances et de directrices et de leaders et parce elle a été elle a participé beaucoup pour développer. Et je veux vraiment la remercier d'être ici et d'apporter son expérience. Et j'aimerais, pour essayer de présenter notre pratique avec les personnes qui travaillent dans les institutions et pour pouvoir mettre de l'avant les questions qui sont face aux familles. Et nous allons commencer à 1 heure et nous espérons que vous allez revenir tous pour le reste. Et il y a 2 autres conférenciers qui sont Maxine Ratner et ensuite Sharon Baxter, qui est quelques-uns de ses collègues. Et nous allons accueillir Sharon de nouveau. Alors, on se voit, la plupart de vous, à 1 heure de l'après-midi. Merci beaucoup.